Dans les quartiers calmes et arborés de Savannah, en Géorgie, l'air humide du matin portait l'odeur des magnolias en fleurs et de la terre mouillée. Catherine Hughes a glissé son badge d'employé en plastique dans la poche de son manteau. Elle n'avait même pas encore franchi les lourdes portes en verre du cabinet de conseil. Un cabinet historique du centre-ville où elle travaillait depuis 3 ans. Le cachet semblait une tentative désespérée de retarder une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Personne ne l'a accompagnée jusqu'à la sortie, et personne n'avait besoin de le faire. La nouvelle lui avait été annoncée par une jeune assistante des ressources humaines. Elle refusait de regarder Catherine dans les yeux. Elle parlait d'un murmure bas et désolé, comme si elle était personnellement responsable d'une décision qu'on lui avait simplement transmise. Catherine a compris le scénario, avant même que la jeune fille ne puisse finir sa phrase. Elle a simplement hoché la tête, murmuré un merci poli. Elle a plié la lettre de licenciement en 4 carrés nets et identiques, puis elle l'a glissée dans son sac à main, à côté de son abonnement de transport mensuel. Un objet qui venait soudain de perdre toute son utilité. Dehors, le début de matinée du Sud restait chaud et totalement indifférent. Catherine a pris une longue et profonde inspiration. Elle ne respirait pas pour pleurer, mais plutôt pour s'empêcher de pleurer. À 29 ans, la vie lui avait déjà appris une chose. Les larmes versées au mauvais endroit sont facilement confondues avec de la faiblesse, surtout par ceux qui ne méritent pas de les voir. Elle a redressé son dos, bombé le torse, et s'est dirigée vers l'arrêt de bus. Elle marchait d'un pas pressé, comme quelqu'un qui avait encore un endroit très important où aller. Dans le bus, elle a pressé son front contre la vitre fraîche. Elle a regardé les rues pavées de Savannah défiler. Son esprit a immédiatement commencé à faire des calculs. Le loyer de sa modeste maison était dû dans exactement 12 jours. Et son réfrigérateur ne contenait guère plus qu'une boîte d'œufs, un bloc de cheddar et un demi-melon. Elle a fait cet inventaire mental avec une froideur clinique. Une froideur qui l'effrayait parfois elle-même. C'était comme si elle calculait la survie d'une étrangère. Mais c'était sa vie, et elle avait toujours dû la gérer seule. Elle n'avait ni frère ni sœur. Ses parents étaient décédés des années auparavant. Et les quelques parents éloignés qui lui restaient se manifestaient par une brève carte de vœux occasionnelle. C'est peut-être pour cela que la maison de sa voisine âgée, Madame Iris Bennett, était devenue son seul sanctuaire. Le seul endroit au monde où Catherine pouvait entrer sans frapper, confiante que quelqu'un l'attendait de l'autre côté. Elle est descendue du bus 2 arrêts plus tôt. Elle voulait marcher les quelques rues restantes pour que la brise humide de Géorgie lui éclaircisse les idées. Son quartier était calme, rempli de modestes maisons historiques. Les clôtures en bois étaient basses, et les voisins connaissaient encore le nom des animaux de compagnie des autres. Sa maison de location n'était séparée de celle d'Iris que par une épaisse haie de Troène. La vieille dame la taillait avec une paire de cisailles surdimensionnées, et avec l'infinie patience de quelqu'un à qui la journée entière appartenait. Et Iris était là, comme prévu, assise dans son fauteuil à bascule en osier sur le porche. Ses lunettes de lecture étaient perchées sur le bout de son nez. Un torchon en coton était drapé sur ses genoux. Elle observait la rue tranquille, comme quelqu'un qui attend un voyageur ayant oublié de prévenir de son arrivée. Quand elle a aperçu Catherine, son visage s'est plissé en un large sourire lumineux qui a réchauffé ses yeux. « Tiens, te voilà, Catherine. Tu rentres tôt aujourd'hui, ma chérie, » a lancé Iris, en agitant une main frêle. « Viens donc prendre un café. Je viens d'en faire une nouvelle cafetière, bien fort, comme tu l'aimes. » Catherine s'est arrêtée près du petit portail en bois. Pendant une fraction de seconde, elle a envisagé d'inventer une excuse. Dire qu'elle était fatiguée, qu'elle ne voulait rien de plus que de se glisser dans son lit et se cacher du monde. Mais la vérité, c'est qu'elle redoutait le silence de sa propre maison vide. Iris lui offrait exactement ce dont elle avait besoin. Un fauteuil usé, une tasse chaude, et une présence qui n'exigeait aucune explication difficile. « N'as-tu pas peur de trop me gâter avec tout ce café, Iris ?» a demandé Catherine, offrant un doux sourire en montant les marches en bois. « Te gâter? N'importe quoi, mon enfant, » a répondu Iris, son fauteuil ralentissant jusqu'à un arrêt en douceur. Un café partagé a toujours meilleur goût qu'un café bu seul. Tout le monde sait ça, même si tu es trop têtu pour l'admettre. Allez, entre avant qu'il ne refroidisse. La cuisine était petite et sentait constamment la semoule de maïs sucré et la chicorée. Elle avait un comptoir en stratifié jaune délavé, une cuisinière blanche vintage avec de l'émail écaillé dans le coin gauche, et une lourde horloge à pendule en bois sur le mur.
Elle perdait 5 minutes chaque jour. Iris avait promis de faire réparer cette horloge depuis la mort de son mari, Arthur, il y a 8 ans. Pourtant, elle n'y a jamais touché. Régler les aiguilles signifierait admettre que le temps continue d'avancer, même sans Arthur pour la remonter. Catherine s'est assise à la table, recouverte d'une toile cirée à fleurs. Pendant ce temps, Iris versait soigneusement le café noir dans une carafe isotherme. Elle a aussi posé une petite assiette de biscuits chauds, fraîchement sortis du four. « Mange !» a insisté Iris, en tapotant doucement la main de Catherine. « Je te trouve bien trop maigre ces derniers temps. » Catherine a coupé un biscuit en deux, regardant la vapeur s'élever. Elle a senti une douleur soudaine et aiguë dans sa poitrine. Cela signifiait tout pour elle de savoir qu'il y avait encore quelqu'un dans le monde. Quelqu'un qui remarquait si elle mangeait assez. Elle a mangé lentement, écoutant Iris parler des petits événements tranquilles du quartier. Le chat errant qui avait pris l'habitude de dormir sur le mur du jardin. L'orage d'été qui menaçait d'éclater mais ne l'a jamais fait. Catherine répondait par de doux murmures apaisants. Elle laissait la douce marée de la voix de la vieille femme l'envelopper comme une brise réconfortante. Soudain, Iris s'est arrêtée. Elle a regardé Catherine avec le regard profond et scrutateur de quelqu'un qui pouvait voir à travers un visage courageux. « Quelque chose s'est passé aujourd'hui, ma chère ?» a demandé doucement Iris. Catherine a levé les yeux, sincèrement surprise que son masque ait glissé. « Non, Iris. Juste une longue et fatigante journée au bureau. » Iris n'a pas insisté. Elle a simplement hoché la tête, a remué son café avec une petite cuillère en argent et a doucement ramené la conversation sur le jardin. Dans cette décision silencieuse de respecter ses limites, Catherine a ressenti une profonde vague de gratitude. Iris avait un don rare. Elle remarquait tout, mais n'envahissait rien. Au cours de l'année écoulée, les deux femmes avaient bâti un sanctuaire silencieux de soins mutuels. Un sanctuaire entièrement basé sur ce qui n'était pas dit. Elle savait quand l'autre avait le cœur lourd. Et au lieu de poser des questions, elle se rapprochait simplement, préparait une autre tasse et trouvait de petites raisons de rester un peu plus longtemps. Leur amitié tranquille avait commencé il y a près d'1 an, peu après que Catherine ait emménagé dans le quartier. Elle était complètement seule, déchargeant de lourdes boîtes en carton d'un camion de déménagement de location. La lumière du jour déclinait. Le lendemain matin, Iris était apparue à son portail, tenant une assiette chaude recouverte d'une serviette en Vichy propre. « J'ai fait beaucoup trop de gratin de courge du Sud, et garder les restes ne fait qu'aigrir une cuisine », avait dit Iris. Elle avait pressé le plat chaud dans les mains de Catherine et était retournée sur son porche avant que Catherine ne puisse même penser à refuser. C'était la première leçon d'hospitalité de quartier de Catherine. On ne discute pas un geste aimable, on l'accepte, tout simplement. Une semaine plus tard, Catherine lui a rendu l'appareil avec un panier de pêche fraîche et un bouquet de fleurs sauvages du marché. À partir de ce moment, aucune des deux femmes ne pouvait vraiment se souvenir qui avait commencé à s'occuper de l'autre. Ce que Catherine ne savait pas, et ce dont Iris parlait rarement par fierté maternelle discrète, c'est que la modeste maison en bois où elle partageait le café avait été entièrement achetée par le fils d'Iris, un homme qui gagnait plus en un seul après-midi que tout le quartier en une année. Iris avait élevé son fils pratiquement seule après le décès prématuré d'Arthur. Elle faisait la lessive, cousait des robes de mariée et préparait des tartes à vendre à l'école locale. Elle serrait chaque sou jusqu'à ce qu'il crie grâce. Son sacrifice avait porté ses fruits. Son garçon avait bien étudié, obtenu des bourses, bâti un cabinet de conseil, racheté des concurrents. Et il était finalement devenu un nom imprimé dans des magazines d'affaires que Iris ne se souciait pas de lire. Iris était incroyablement fière de lui. Une fierté qui lui nouait la gorge chaque fois qu'elle prononçait son nom. Mais elle ne laissait jamais cette fierté se transformer en vantardise. Elle avait catégoriquement refusé ses offres d'un penthouse de luxe à Atlanta, de vacances payées en Europe, ou d'une dame de compagnie pour lui tenir compagnie. « La compagnie se trouve sur le porche, mon fils », lui avait-elle dit au téléphone. « Les choses que je veux vraiment ne s'achètent pas avec un chéquier. » Ce qu'elle voulait, bien sûr, c'était son temps. Elle voulait sa présence. Un dimanche après-midi complet et ininterrompu. Un après-midi où son smartphone élégant ne sonnait pas toutes les 10 minutes pour le rappeler à une réunion du conseil d'administration. Il l'appelait. Elle ne pouvait pas le nier. Il appelait chaque jeudi soir. Et la conversation durait exactement le temps qu'il fallait pour qu'une secrétaire ou un assistant l'interrompe à l'autre bout du fil. Il envoyait de généreux chèques mensuels qu'elle déposait discrètement sur un compte d'épargne auquel elle ne touchait jamais.
Il envoyait des cadeaux coûteux qui restaient dans leur boîte en carton dans le placard. Et il envoyait ses vœux de fin d'année par l'intermédiaire de ses assistants personnels quand il était trop occupé pour les écrire lui-même. Iris acceptait tout cela avec la même patience tranquille qu'elle appliquait à son jardin. Elle comprenait que son fils l'aimait de la seule manière qu'il connaissait, en fournissant, en résolvant et en achetant des solutions à des problèmes que l'argent ne pouvait en réalité jamais résoudre. Elle n'éprouvait aucune amertume, seulement un désir calme et poli. Loin de là, dans son bureau élégant aux parois de verre à Atlanta, l'homme derrière ce désir vivait dans un monde qui n'avait absolument rien à voir avec le café-filtre et les horloges de grand-père. Ethan Bennett passait ses journées au-dessus de la ville. Il était entouré d'écrans lumineux affichant des projections financières qui montaient et descendaient. Il traitait les gens autour de lui un peu comme ses chiffres, utiles tant qu'ils généraient un rendement. Plus tôt cette même semaine, sans y penser à deux fois, Ethan avait signé au bas d'une liste de restructuration. Une liste que son conseil d'administration avait fait glisser sur son bureau. C'était un document contenant des dizaines de noms d'employés. Des employés qui, pour lui, n'étaient que des charges superflues. Il n'avait lu aucun de ces noms. Il ne les aurait pas reconnus s'il l'avait fait. Pour Ethan, un employé était une fonction, pas un être humain. Tant que les projections trimestrielles restaient dans le bleu, le coût humain n'était qu'un ajustement nécessaire. Ce matin-là, une jeune assistante administrative s'était arrêtée à la porte de son bureau. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle demandait quelques jours de congé sans solde pour s'occuper de son père malade. Ethan avait à peine levé les yeux de son écran avant de lui dire de coordonner la demande avec les ressources humaines. Il n'avait pas demandé le nom de son père, ni ce qui n'allait pas. Si quelqu'un avait essayé de lui dire qu'un employé licencié avait un parent malade, un jeune enfant ou un prêt immobilier à payer, il aurait répondu, sans colère mais avec une froideur absolue, qu'une entreprise n'est pas le prolongement du foyer de qui que ce soit. Il vivait selon la ferme conviction que les affaires et les émotions ne devaient jamais se mélanger, et il s'imposait cette norme avec la même rigueur impitoyable qu'il attendait de tout le monde. Il a signé le document, l'a rendu à son directeur des opérations et est immédiatement passé au point suivant de l'ordre du jour. Et l'un des noms soigneusement barrés sur cette feuille imprimée appartenait à une jeune femme. Une femme qui, à ce moment précis, était assise dans la cuisine de sa mère sur la côte. Elle partageait un petit déjeuner tranquille avec la femme qui lui avait donné la vie, sans qu'aucune des deux n'ait la moindre idée de leur lien. Plus tard cet après-midi-là, après que Catherine soit partie avec une douce étreinte et la promesse de revenir le lendemain, Iris était assise seule sur son porche. Elle se balançait lentement dans l'air chaud et humide. Elle a regardé la silhouette élancée de Catherine s'éloigner dans la rue. Elle a remarqué la façon dont les épaules de la jeune fille essayaient désespérément de rester droites. Mais elle ne cessait de vouloir s'affaisser sous un poids invisible. Iris connaissait la différence entre la simple fatigue et un cœur lourd. Mais elle a choisi de ne pas s'immiscer. Elle attendrait. Attendre était la seule chose que la vie lui avait apprise à faire avec une grâce absolue. Elle avait attendu un mari qui n'est jamais rentré de l'hôpital. Elle attendait un fils qui était toujours trop occupé pour lui rendre visite. Et maintenant, elle espérait que cette douce et discrète jeune fille trouverait finalement quelqu'un pour veiller sur elle. De la même manière qu'elle veillait sur les autres. Catherine, de l'autre côté de la haie, a déverrouillé sa porte d'entrée. Elle a allumé la lumière de la cuisine et s'est tenue devant son réfrigérateur vide sans l'ouvrir. Elle a sorti le papier plié de son sac à main, l'a lissé sur la table avec la paume de sa main. Elle a lu les mots froids de l'entreprise qu'elle connaissait déjà par cœur. Elle cherchait une faille qui n'existait tout simplement pas. Demain, elle commencerait le processus épuisant de soumettre des candidatures, de mettre à jour son CV et de frapper aux portes. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus la force de se battre. Aujourd'hui, il ne lui restait que le goût persistant des biscuits chauds et le réconfort tranquille de savoir que si elle s'effondrait, il y avait une femme âgée à côté. Une femme qui remarquerait que la lumière de sa cuisine s'éteignait plus tôt que d'habitude. Et qui se présenterait à son portail le lendemain matin avec une assiette chaude. Elle n'aurait jamais pu deviner que le fragile fil de l'amitié, tissé au fil des tasses de café et des repas partagés, était sur le point de la plonger dans une histoire bien plus grande que la sienne. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées avec la lenteur angoissante d'une recherche d'emploi qui n'a absolument rien donné. Catherine se réveillait tôt chaque matin par habitude, même sans avoir nulle part où aller. Elle a peaufiné son CV,
envoyé des dizaines de candidatures en ligne qui disparaissaient dans les trous noirs des entreprises. Elle a frappé aux portes des commerces locaux, pour ne recevoir que des promesses polies et vides d'une considération future. Pourtant, chaque après-midi, le poids écrasant de son anxiété s'allégeait dès qu'elle traversait le sentier du jardin jusqu'au porche d'Iris. Elle apportait une miche de pain de la boulangerie du coin, une mangue mûre, ou parfois juste sa présence. Iris l'accueillait avec la même joie à chaque fois, comme si chaque visite était une belle surprise. Catherine n'a jamais mentionné sa perte d'emploi, et Iris n'a jamais posé de questions. Mais la vieille femme a discrètement commencé à rendre les goûters de l'après-midi plus consistants. Elle renvoyait Catherine chez elle avec de petits récipients de restes. Elle insistait sur le fait qu'elle avait beaucoup trop cuisiné et ne voulait pas que ça se perde. Catherine les acceptait avec grâce, jouant le jeu de ce doux mensonge. Sachant toutes les deux qui en réalité aidait l'autre à tenir. Un mardi matin chaud, cependant, la douce routine s'est brisée. Iris s'est levée trop rapidement de son fauteuil à bascule. Elle a senti le porche tourner violemment autour d'elle. Elle a dû s'agripper à la rampe en bois pour ne pas s'effondrer. Ce n'était pas une urgence médicale grave, juste une chute soudaine de tension artérielle. Et la prise de conscience terrifiante de ce que signifiait être vieille et complètement seule dans une maison silencieuse. Une voisine d'en face, Madame Gable, l'a vue chanceler par sa fenêtre. Elle a accouru pour l'aider, et dans la panique du moment, elle a fait la seule chose qu'Iris avait toujours supplié ses voisins de ne pas faire. Elle a attrapé le vieux carnet d'adresses près du téléphone de la cuisine, a trouvé le numéro privé d'Ethan et l'a appelé. Dans son bureau en hauteur à Atlanta, Ethan Bennett a répondu à l'appel inconnu, avec un froncement de sourcils irrités. Il a alors entendu une voix haletante et frénétique lui annoncer que sa mère s'était effondrée. Quelque chose au plus profond de lui s'est instantanément bloqué. Quelque chose d'ancien, enfoui sous des décennies de feuilles de calcul et d'acquisition d'entreprises. Il a annulé 3 réunions importantes avec des clients, a couru au parking et a conduit vers Savannah avec une urgence téméraire qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il est arrivé à la maison en fin d'après-midi. La maison de son enfance, qu'il avait tant essayé de remplacer par des luxes modernes, sentait toujours la lavande, les vieux livres et la chicorée. Sa mère se reposait dans son fauteuil. Un linge frais et humide était pressé sur son front. Elle semblait bien plus embarrassée par l'agitation qu'elle avait causée que secouée par son malaise. Ethan s'est agenouillé devant elle, tenant ses mains frêles. Il a posé un flot de questions frénétiques sur les médecins, les médicaments et le régime alimentaire. Il essayait désespérément de cacher à quel point ses propres mains tremblaient. Iris a regardé son fils, son costume coûteux, froissé par le long trajet, et a offert un doux sourire larmoyant. « Tu es vraiment venu » a-t-elle murmuré. La simplicité absolue de ces mots a piqué Ethan plus que n'importe quel sermon n'aurait pu le faire. « Bien sûr que je suis venu, maman » a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. Il voulait appeler des spécialistes, organiser des infirmières privées, et résoudre le problème avec l'efficacité sans effort de sa richesse. Mais Iris a refusé avec son entêtement tranquille habituel. Ce n'était qu'un bref malaise, a-t-elle insisté. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un peu de repos. Et qu'il s'assoie avec elle un petit moment dans la maison silencieuse qui était vide depuis bien trop longtemps. Ethan a accepté de rester pour la nuit, plus pour satisfaire sa propre anxiété que pour comprendre ce dont sa mère avait vraiment besoin. Il s'est assis sur le vieux canapé, a desserré sa cravate, et pour la première fois depuis des années, il a regardé les détails de la pièce. Il a vu la vieille montre en argent de son père sur l'étagère, la dentelle faite à la main sur le fauteuil, et une petite assiette vide sur la table avec quelques miettes restantes d'un goûter partagé. Il n'a pas demandé qui était là, ignorant complètement que la réponse était sur le point de franchir le seuil de la porte. De l'autre côté de la haie de Troène, Catherine a remarqué le SUV noir, élégant et cher, garé devant le portail d'Iris. Elle a senti un nœud d'inquiétude se serrer dans sa poitrine. C'était l'heure où elle passait habituellement pour leur café de l'après-midi. La vue d'un véhicule inconnu l'a fait hésiter. Elle ne voulait pas s'immiscer dans une visite familiale. Mais Iris n'avait pas été sur le porche depuis 2 jours, et son inquiétude pour son amie l'emportait sur son hésitation. Tenant un petit sac de viennoiserie fraîche, elle a monté les marches en bois qui craquaient. Elle a frappé doucement à la porte, s'attendant à entendre la voix chaleureuse d'Iris l'inviter à entrer. Au lieu de cela, la porte s'est ouverte pour révéler un homme grand en chemise blanche impeccable.
Son col était déboutonné, son visage marqué par la fatigue de la route. Et ses yeux sombres portaient l'air froid et autoritaire de quelqu'un qui passait sa vie à donner des ordres. Catherine l'a reconnu instantanément. Lui, bien sûr, ne l'a pas reconnu. Elle l'avait vu traverser le hall de son ancienne entreprise sans jeter un regard à un seul employé. Il entrait dans son ascenseur privé, passant devant les bureaux de son personnel comme s'ils n'étaient que des cloisons de bureaux. Il était le propriétaire. Il était le nom en haut du papier en tête de l'entreprise. La signature au bas de sa lettre de licenciement. Le visage qu'elle associait au jour le plus sombre de sa vie professionnelle. Et le voilà, debout sur le seuil de la porte d'Iris Bennett. Il la regardait avec l'impatience polie d'un homme occupé, interrompu par une étrangère. « Oui, je peux vous aider ?» a demandé Ethan, sa voix douce et entièrement professionnelle. Catherine a senti le sang lui monter au visage. Le petit sac de viennoiserie lui a soudain semblé aussi lourd que du plomb dans ses mains. Pendant une fraction de seconde, elle a voulu faire demi-tour, s'excuser d'avoir frappé à la mauvaise porte, et courir jusqu'à sa maison avant qu'il ne puisse réaliser le lien bizarre entre eux. Mais sa fierté l'a empêché de fuir. Elle a redressé le dos et l'a regardé droit dans les yeux. « Je suis venu voir Iris », a dit Catherine, sa voix remarquablement stable. « Je suis sa voisine. Est-ce qu'elle va bien ?» Ethan a plissé les yeux, évaluant silencieusement la jeune femme en simple chemise de coton et en jean. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle soutenait son regard, sans la moindre trace de la déférence ou de l'intimidation auquel il était habitué. Cela le déstabilisait. « Ma mère a eu un bref malaise, mais elle se repose maintenant », a répondu froidement Ethan. « Merci de votre visite. » Il a commencé à fermer la porte dans un geste pratiqué et dédaigneux. Mais depuis le salon, la voix d'Iris s'est élevée, faible mais vive. « Ethan, qui est-ce? C'est Catherine? »« Laisse-la entrer, pour l'amour du ciel. Catherine, entrez, ma chérie. » Le nom a frappé Ethan comme une douche froide soudaine. Catherine. Il connaissait ce nom, pas de sa vie personnelle, mais d'une feuille de papier imprimée qu'il avait signée sans regarder, à peine 2 semaines auparavant. Les deux mondes qu'il gardait strictement séparés, le monde des bilans et celui de la maison tranquille de sa mère, venaient d'entrer en collision, sur le seuil de cette vieille porte en bois. Et il n'avait absolument aucune idée de comment gérer la situation. Il l'a regardée à nouveau, la regardant vraiment cette fois. Il a réalisé avec un sentiment de malaise soudain que c'était une personne réelle, une personne dont il avait changé la vie d'un simple trait de plume. « Vous vous connaissez ?» a demandé Ethan, regardant de Catherine à sa mère, sa voix perdant son vernis professionnel. « La connaître ?» a doucement raillé Iris depuis son fauteuil. « Cette fille est la seule âme dans ce quartier qui se soucie de savoir si je mange ou si je dors. Entre, Catherine. Ne fais pas attention à mon fils. Il ne sait pas comment accueillir les invités. » Catherine n'a pas avancé immédiatement. Elle a regardé Ethan pendant un autre long moment. Une question silencieuse et lourde flottait dans l'air entre eux. Savait-il? Elle pouvait voir la prise de conscience soudaine poindre dans ses yeux. Le passage subtil de l'irritation au choc silencieux. Il savait. Mais elle a décidé sur le champ qu'elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir se sentir petite, ni ne lui permettrait de transformer cela en excuse d'entreprise. Elle a relevé le menton, est passée devant lui pour entrer dans le salon chaleureux, et a posé les viennoiseries sur la table. Elle a ajusté le coussin derrière le dos d'Iris et a posé des questions sur ses médicaments. Elle le faisait avec la familiarité confortable de quelqu'un qui appartenait à cet espace. Ethan observait depuis le seuil de la porte, se sentant complètement déplacé dans la maison qu'il payait. Quand sa mère lui a demandé d'aller chercher un verre d'eau, il est entré dans la cuisine. Il a réalisé qu'il ne savait même pas dans quel placard se trouvaient les verres. « Deuxième placard, étagère du bas », a dit Catherine tranquillement depuis le salon. Sa voix était dénuée de méchanceté ou de sarcasme, énonçant simplement un fait. Ce simple fait était blessant. Elle connaissait mieux la cuisine de sa mère que lui. Ethan a ramené le verre, ses jointures blanches autour du verre froid. « Vous l'aidez depuis longtemps ?» a-t-il demandé, son ton portant encore une trace d'autorité défensive. « Tous les jours », a répondu Catherine, le regardant droit dans les yeux. « Depuis presque 1 an. Et où étais-je pendant cette année, Ethan ?» a ajouté Iris, sa voix douce mais tranchante. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ethan n'avait pas de réponse. Il a ravalé sa fierté et a redirigé la conversation vers les instructions du médecin.
Mais la tension dans la pièce est restée épaisse et lourde. Quand le soir est tombé et que Catherine a poliment décliné l'invitation à rester pour le dîner, elle a dit au revoir à Iris avec une étreinte chaleureuse. Elle a congédié Ethan avec un signe de tête poli et glacial qui a sonné comme une gifle à son ego. Il est resté près de la fenêtre, la regardant traverser le petit sentier du jardin pour retourner à sa maison. C'est seulement alors que tout le poids de la réalité s'est abattu sur sa poitrine. Cette femme n'était pas une simple visiteuse. Elle était une partie constante et vitale de la vie de sa mère. Et lui, qui se vantait de gérer de vastes réseaux d'entreprises, ne connaissait même pas le nom de la femme qui vivait à quelques mètres du porche de sa mère. Ethan s'est réveillé tôt le lendemain matin dans sa vieille chambre d'enfant. Il avait mal au dos à cause du matelas mou et son esprit tournait à plein régime. Il avait décidé, contre tous ses instincts professionnels, de rester jusqu'à la fin du week-end. Il se disait que c'était par précaution pour la santé de sa mère. Mais au fond de lui, il était consumé par une curiosité silencieuse et agitée. Une curiosité pour cette voisine qui soutenait son regard avec tant de férocité. À 9 heures précises, le portail s'est ouvert. Catherine a monté les marches, portant une miche de pain frais et un récipient de fruits coupés. Elle a salué chaleureusement Iris, a offert un bref signe de tête à Ethan et s'est mise à ranger la cuisine avec une aisance habituée. Son indifférence totale à son statut était exaspérante pour un homme habitué à être le centre de gravité de chaque pièce où il entrait. C'est Iris qui a brisé la tension silencieuse, regardant Catherine avec une préoccupation maternelle. « Tu dois manger plus de ce pain, Catherine. Je te trouve bien trop maigre. Ce n'est pas le moment de sauter des repas. » Puis, se tournant vers Ethan, elle a ajouté « La pauvre fille a perdu son travail il y a 2 semaines, Ethan. Une grande entreprise du centre-ville l'a juste renvoyée sans un second regard. » Catherine s'est figée, son couteau à beurre suspendu en l'air, le visage brûlant de honte. Elle a lancé un regard noir à Iris, la suppliant silencieusement de s'arrêter. Mais la vieille femme était déjà retournée à son thé. Ethan, cependant, a senti son estomac se nouer. « Quelle entreprise ?» a demandé doucement Ethan. Catherine l'a regardé, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de colère. « Votre entreprise, Monsieur Bennett ?» a-t-elle dit clairement. « Hughes Consulting. J'étais dans l'équipe administrative au 3e étage, jusqu'à ce que votre signature décide que je n'étais plus nécessaire. » Le silence qui a suivi était suffocant. Ethan est resté figé, son thé refroidissant dans sa main. Pour la première fois de sa carrière, le coût humain d'une feuille de calcul avait un nom, un visage, et il se tenait dans la cuisine de sa mère. Il s'est levé, ayant besoin d'air, et est sorti sur le porche en bois. Quelques minutes plus tard, quand Catherine est sortie pour partir, Ethan s'est mis sur son chemin. Il avait passé la dernière heure à élaborer une solution d'entreprise standard dans sa tête, le genre de résolution financière propre qui fonctionnait toujours dans son monde. « Catherine, s'il vous plaît, attendez !» a commencé Ethan, la voix hésitante. « À propos de ce que ma mère a dit, je n'ai pas personnellement dressé ces listes. Il y a des comités, des directeurs aux indicateurs, mais mon nom est sur la porte. Je veux réparer ça. Je peux organiser une indemnité de départ, ou vous trouvez un poste dans une autre entreprise de notre réseau. Donnez-moi juste un chiffre. » Catherine l'a regardé, son expression passant de la colère à une profonde et lasse tristesse. « Pensez-vous honnêtement que tout peut se résoudre avec un chiffre, Ethan? J'essaie de réparer une injustice, » a-t-il insisté, sa voix sincère mais maladroite. « Non, vous essayez de vous acheter une bonne conscience. » A répondu Catherine, sa voix basse et tranchante. « Il y a une différence. Même si vous me proposiez de reprendre mon ancien poste aujourd'hui, je ne l'accepterai jamais. Je ne veux pas travailler pour un homme qui raye des vies sur un bout de papier sans jamais les regarder dans les yeux. Et franchement, vous ne devriez pas vous inquiéter de mon compte en banque. Vous devriez vous inquiéter de la femme assise dans cette maison. Une femme qui passe chaque jour à attendre un fils qui ne se montre que lorsqu'elle s'effondre. C'est sur ce compte-là que vous êtes en retard, Monsieur Bennett, pas sur le mien. » Elle a descendu les marches, le laissant debout sur le porche avec son offre creuse suspendue dans l'air chaud de la Géorgie. Il est resté longtemps sur le porche, regardant le soleil se coucher sous l'horizon, ses mots résonnant dans ses oreilles. Quand il est finalement rentré, il a commencé à remarquer les détails silencieux et invisibles de la maison. Des détails que sa richesse n'avait jamais fournis. Sur le réfrigérateur, une note manuscrite de Catherine détaillait l'horaire des médicaments de sa mère. Dans la salle de bain, une solide barre d'appui en métal avait été installée professionnellement,
près de la baignoire. Il savait, sans demander, qu'il ne l'avait pas payé. Chaque coin de la maison portait les marques d'une dévotion quotidienne, non rémunérée et aimante. Une dévotion qu'aucun virement bancaire ne pourrait jamais reproduire. Ce soir-là, alors qu'il partageait un simple dîner avec sa mère, Iris la regardait avec une expression tendre et sérieuse. « Sais-tu ce que j'aime le plus chez Catherine, mon fils? Elle ne me regarde jamais avec pitié. Elle s'assoit avec moi. Elle se dispute avec moi. Elle rit avec moi. Et puis elle revient le lendemain. Certaines personnes te donnent tout, mais ne t'offrent rien. Et d'autres n'ont rien, mais elles te donnent la chose la plus chère au monde, leur temps. » Ethan a passé les semaines suivantes partagées entre son bureau d'entreprise à Atlanta et la maison de sa mère à Savannah. Il a commencé à descendre chaque week-end, déléguant des tâches qu'il insistait autrefois à micro-gérer. La transition a été maladroite au début, mais lentement, une trêve fragile a commencé à se former entre lui et Catherine. Un samedi après-midi, une averse soudaine d'été a révélé une fuite dans le toit du Porsche d'Iris. Ethan, vêtu d'une chemise en lin humide, luttait sur une échelle en bois pour ajuster une tuile lâche. Il n'avait absolument aucune idée de comment la réparer. Catherine se tenait en dessous, tenant l'échelle fermement, observant ses efforts maladroits, avec un sourire amusé. « Descends de là avant de te rompre le cou, citadin », a-t-elle taquiné. « Laisse faire quelqu'un qui sait vraiment se servir de ses mains. » Elle est montée, a ajusté l'ardoise en 2 mouvements rapides, et est redescendue avec de la suie sur les doigts et un rire sincère sur les lèvres. C'était la première fois qu'elle lui souriait. Et Ethan s'est surpris à rire avec elle, un son chaud et rouillé qu'il n'avait pas entendu de lui-même depuis des années. Plus tard dans la soirée, alors qu'une tempête secouait les fenêtres, ils étaient tous les 3 assis autour de la table de la cuisine. Ils partageaient une théière de camomille. Sous la douce lueur de la cuisine, Iris a commencé à parler du passé. Elle a parlé des années difficiles après la mort du père d'Ethan, de son travail tard dans la nuit à coudre des robes, et du jour où Ethan, à 15 ans, était rentré à la maison, s'était assis à cette même table, et lui avait dit qu'il avait trouvé un travail de coursier pour qu'elle n'ait plus à travailler si dur. Il n'avait que 15 ans, a murmuré Iris, sa main reposant doucement sur celle d'Ethan. Portant le poids du monde sur ses épaules. Je voulais qu'il soit juste un garçon, mais la faim fait des hommes des garçons très rapidement. Ethan a baissé les yeux sur sa tasse de thé, sa voix calme, alors qu'il parlait d'un souvenir qu'il n'avait jamais partagé avec personne. « Je me souviens du jour de l'enterrement de papa », a-t-il chuchoté. « Nous avions si peu. Je me suis fait la promesse ce jour-là que nous ne serions plus jamais à la merci de la pauvreté. Je voulais construire un mur d'argent si haut que rien ne pourrait plus jamais nous blesser. J'ai construit le mur, Catherine. Mais en chemin, j'ai oublié que les murs tiennent aussi les gens à l'écart. Je pensais que se soucier des autres était une faiblesse. » Catherine a regardé le puissant dirigeant assis en face d'elle, et pour la première fois, elle a vu le garçon blessé sous l'armure. Elle a réalisé que sa froideur n'était pas née de la méchanceté, mais d'une peur profonde et ancienne de la vulnérabilité. Sans un mot, elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur les leurs. Les saisons ont changé, et l'été humide a laissé place à un automne géorgien vif et doré. Les week-ends à Savannah avaient transformé Ethan. Il passait ses journées assis sur le porche avec sa mère, apprenant à écouter sans regarder sa montre. Il aidait Catherine à porter les courses du marché local. Il s'est surpris à tomber profondément amoureux de la femme volontaire et indépendante qui avait refusé qu'il achète son respect. De retour à Atlanta, son monde professionnel a commencé à refléter son changement intérieur. Il a convoqué une réunion avec son conseil d'administration, a exigé un examen complet des récents licenciements. Il a personnellement travaillé pour rétablir plusieurs postes, mettant en place une nouvelle politique d'entreprise qui donnait la priorité à la rétention des employés et aux congés familiaux. Mais son cœur restait à Savannah. Un après-midi, après avoir découvert par Iris que Catherine prenait du retard sur son loyer, Ethan a discrètement payé son propriétaire pour toute l'année à venir. Il pensait que c'était un geste d'amour pur. Mais il n'avait pas réalisé que pour une femme qui s'était battue pour son indépendance chaque jour de sa vie, un sauvetage financier non sollicité ressemblait à un acte de pitié condescendante. Quand Catherine l'a découvert, elle l'a confronté dans la cuisine de sa mère. Ses yeux brillaient d'un mélange de trahison et de fierté. « Qui vous a donné le droit de gérer ma vie, Ethan?
Pensez-vous que je suis juste un autre projet à résoudre pour que vous puissiez vous sentir une bonne personne? Si vous me voyez comme un cas de charité, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Ethan est retourné à Atlanta cette nuit-là, avec un poids écrasant sur la poitrine. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Catherine n'a pas besoin que tu la sauves, Ethan. Elle a besoin que tu crois qu'elle est assez forte pour se sauver elle-même. La richesse ne peut pas acheter une relation d'égal à égal. Pendant 2 longues semaines, Catherine a refusé ses appels. Elle a rendu chaque centime de l'argent du loyer à son propriétaire, travaillant double service dans une boutique locale pour assurer son propre logement. Mais dans les soirées calmes, en regardant la maison sombre d'à côté, elle ressentait un silence profond et douloureux. Son rire lui manquait, ses tentatives maladroites d'aider, et la chaleur tranquille de sa présence. Le silence a été brisé par une froide nuit d'hiver, un mardi. L'appel frénétique de Catherine a réveillé Ethan à Atlanta à 3 heures du matin. Iris avait subi un grave accident vasculaire cérébral. Ethan a conduit à travers la nuit noire de la Géorgie comme un possédé. Ses mains agrippaient le volant alors qu'il priait une prière silencieuse et désespérée pour avoir plus de temps. Quand il a fait irruption dans les portes de l'hôpital de Savannah, il a trouvé Catherine, qui attendait dans le couloir stérile et éclairé au néon. Son visage était pâle, et ses yeux gonflés de larmes. Dès qu'elle l'a vu, toute fierté et toute colère se sont dissoutes. Elle a couru dans ses bras, et il l'a serré fort, pleurant tous les deux ensemble dans le couloir silencieux. « Elle est stable, Ethan », a murmuré Catherine contre son épaule. Mais les médecins disent que les prochaines 48 heures sont critiques. Elle n'arrêtait pas de te demander. Pendant les 3 jours suivants, Ethan n'a pas quitté le chevet de sa mère. Il a dormi sur une chaise en plastique, l'a aidé à boire de l'eau, et lui a tenu la main alors que sa parole commençait lentement à revenir. Catherine est restée à ses côtés, partageant des repas de la cafétéria de l'hôpital et des conversations tranquilles dans la pénombre de la salle de réveil. Un soir, alors qu'Iris dormait paisiblement, Ethan s'est tourné vers Catherine. « Je quitte mon poste de président-directeur général », a-t-il dit doucement. « J'ai nommé un partenaire de confiance pour gérer les opérations quotidiennes à Atlanta. Je reviens m'installer à Savannah de façon permanente. Je veux construire une vie ici, près de ma mère. Et si tu me le permets, Catherine, je veux construire une vie avec toi. Pas pour te sauver, ni pour te gérer, mais pour marcher à tes côtés, d'égal à égal. » Catherine a regardé l'homme qui avait enlevé son armure. Il ne lui offrait rien d'autre que son cœur honnête et vulnérable. Elle a souri, les larmes aux yeux, et l'a attiré dans un baiser profond et longtemps attendu. Iris a connu une guérison lente et miraculeuse. Elle est retournée dans sa maison bien-aimée, juste à temps pour les floraisons printanières. La maison n'était plus silencieuse. Catherine a installé son entreprise de couture dans la pièce de devant. Ses créations de robes sur mesure sont rapidement devenues le sujet de conversation du quartier historique de Savannah, entièrement financé par son propre travail acharné. Ils se sont mariés par un après-midi chaud dans le jardin d'Iris, à l'ombre d'un chêne immense drapé de mousse espagnole. Il n'y avait pas de sponsor d'entreprise, pas de grande démonstration de richesse. Juste une table recouverte de linge brodé à la main, une cafetière de café à la chicorée, et les rires des voisins qui avaient vu leur histoire se dérouler. Iris se tenait fièrement sur le porche, tenant sa canne, des larmes de pure joie coulant sur ses joues ridées. Elle a levé sa tasse de café vers les jeunes mariés, sa voix stable et claire dans la brise chaude de l'après-midi. « Mes beaux enfants », a-t-elle souri, « n'oubliez jamais qu'une tasse de café partagée vous portera toujours plus loin que la plus grande fortune gardée pour soi. » Au crépuscule de nos vies, quand le bruit frénétique du monde commence à s'estomper, et que les grandes structures que nous avons passé notre jeunesse à construire se révèlent n'être rien de plus que des échafaudages temporaires, une vérité calme et profonde commence à s'installer dans le cœur. Nous passons la meilleure partie de nos forces à courir après la sécurité. Nous nous convainquons que si seulement nous pouvons rassembler assez de ressources, construire des murs assez hauts, ou obtenir assez de titres, nous serons enfin à l'abri des vulnérabilités de l'être humain. Nous confondons l'accumulation de choses avec la culture d'une vie. Mais les anciens, qui ont vu les saisons tourner et les années s'écouler comme du sable entre des doigts usés, savent une chose. La seule monnaie qui conserve sa valeur à la fin de la journée est l'amour que nous avons donné, et la présence que nous avons offerte à ceux qui ont marché avec nous. La vraie richesse ne se mesure jamais par ce pourquoi nous pouvons faire un chèque.
mais par les dévotions silencieuses et quotidiennes que l'argent ne peut ni commander ni reproduire. Elle se trouve dans la patience de s'asseoir sur un porche et d'écouter une histoire que nous avons entendue une douzaine de fois, dans la volonté de se présenter quand il n'y a rien à gagner, et dans l'humilité de reconnaître que chaque être humain que nous croisons porte en lui un univers de dignité, de chagrin et d'espoir. Quand nous traitons le monde comme une transaction, nous réduisons nos propres vies à un grand livre de comptes. Nous transformons la belle et désordonnée comédie des liens humains en une froide colonne de profits et de pertes. Mais quand nous osons descendre de nos hautes tours, quand nous nous permettons d'être vus dans notre faiblesse et notre faim, nous découvrons que les espaces les plus sacrés sont toujours les plus simples. Une cuisine tranquille, une miche de pain partagée, et une main à tenir quand la nuit devient sombre. Pour ceux d'entre nous qui ont marché sur cette terre assez longtemps pour voir la peinture s'écailler et les jardins devenir sauvages, nous comprenons que le temps est la seule ressource vraiment non renouvelable. Nous ne pouvons pas racheter un seul hier, ni obtenir une promesse pour demain. Tout ce qui nous est donné, c'est le présent fragile et magnifique, et le choix de la manière dont nous le remplissons. Remplissons-le avec le courage d'être vulnérables, avec la force de respecter l'indépendance de ceux que nous aimons, et avec la sagesse de savoir que le plus grand cadeau que nous puissions jamais offrir à une autre personne n'est pas notre protection, mais notre présence. À la fin, quand l'horloge de nos vies sonnera sa dernière heure, nous ne nous souviendrons pas des chiffres sur nos bilans, ni des batailles que nous avons gagnées dans les grandes arènes de l'ambition. Nous nous souviendrons de la chaleur d'une main dans le noir, des rires partagés autour d'un repas simple, et du réconfort tranquille de savoir que nous n'avons pas eu à parcourir seuls le long et sinueux chemin du retour.